La délégation américaine vient tout juste de rencontrer Vladimir Poutine et son équipe à Moscou. Et bien qu'il n'y ait pas encore d'accord de paix, nous semblons être un pas plus près d'une forme de compromis, comme le rapporte l'agence de presse russe TASS. Pour nous aider à expliquer ces développements, nous recevons Ray McGovern et Larry Johnson. Larry, bienvenue. Merci Pascal. Merci. Commençons peut-être par ce que vous pensez de cette réunion marathon de 5 heures qui a apparemment eu lieu entre les délégations américaines et russes à Moscou. Par ailleurs, concernant les participants, comment interprétez-vous le fait qu'elle était principalement dirigée par M. Vitkov et Jared Kushner du côté américain? Commençons peut-être par Ray. Eh bien, c'est très intéressant que Marco Rubio ne soit pas là. Il a été écarté, tout comme les Européens, qui se sont montrés très opposés à ce genre de rapprochement, ou du moins à des négociations américano-russes sur cette question clé de l'Ukraine. Qui d'autre est présent? Eh bien, j'ai parlé de Witkoff et du fils. Enfin, pas son fils, bien sûr, mais le gendre, n'est-ce pas? Le gendre de Trump. Alors, Witkoff, qui est-ce? C'est un homme d'affaires dans l'immobilier et la finance, et il s'entend très bien avec Dmitriev, qui est l'homme de la finance du côté russe. Ils ont un peu discuté du potentiel d'une vaste expansion des relations économiques. Cela pourrait se produire, mais pas avant plusieurs années. Néanmoins, c'est sur la table, et ils savent que Trump s'y intéresse. Ceux qui s'attendaient à un accord ou à des discussions réellement substantielles ont été déçus, car comme les deux parties en étaient convenus, il ne s'agissait que de points de discussion préliminaires, des sujets à aborder. Eh bien, loin de tout ce sur quoi un accord aurait pu être trouvé, ce qui a réellement été convenu, c'est d'en reparler plus tard. Le point le plus important, c'est que les questions territoriales ont été abordées. Cela m'a surpris. C'est un des détails, mais comme Rubio lui-même l'a dit, c'est là le vrai grain de sable, les questions territoriales. Bien sûr que c'en est. Alors, quoi d'autre? Eh bien, je vais élargir un peu avant de conclure. Vous savez, j'aime parler du contexte de tout cela. Et le contexte, c'est que nous avons un, narcissique délirant comme président. Maintenant, si je devais remettre à Vladimir Poutine le rapport quotidien du président et qu'il me demande « Et Trump ?» alors, que pensez-vous qu'il va faire? Je devrais dire « J'en ai aucune idée » en russe. Il est tellement imprévisible. On ne peut pas deviner ce qu'il va faire d'un jour à l'autre. Alors Poutine, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, Monsieur Poutine, qu'il a ses doigts sur ses codes. D'accord? Il faut traiter un narcissique délirant comme Trump de la même manière qu'on traiterait n'importe qui de ce genre. Il faut être vraiment doux, il ne faut pas les provoquer. Il faut jouer le jeu, il faut les flatter. Il faut dire « Oh, c'était une chose formidable que vous avez faite, et vous auriez dû recevoir le prix Nobel de la paix. » Alors on joue le jeu, parce que l'autre extrême, c'est de le déstabiliser. Et Dieu sait qu'on ne peut vraiment pas compter sur quoi que ce soit qu'il fera. D'accord? Il a les codes nucléaires. En dehors de tout cela, les Russes ont clairement fait savoir, depuis que Trump a pris le pouvoir, que Trump n'est pas Biden. D'accord? Ils parlent à Trump. Il y a certaines preuves que Trump est vraiment intéressé par un accord final sur l'Ukraine. Je crois qu'il l'est vraiment. Donc, encore 3 ans avec ce type. Comment allons-nous gérer cela? C'est un peu comme, oui, comme des porcs épics qui s'accouplent dans la jungle. Vous savez qui s'accouplent très prudemment, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il faut traiter Trump. Et je pense que, puisque les Russes sont en train de gagner en Ukraine et que Poutine est pressé, ce qu'il faut vraiment expliquer, c'est pourquoi Trump est lui aussi si pressé. Nous pourrons en parler plus tard. J'ai quelques théories à ce sujet, dont une un peu inhabituelle. Je vais m'arrêter là. J'espère que cela aide. Oui. Alors Larry, comment interprètes-tu cela?
J'ai l'impression qu'on est en train de converger vers quelque chose de viable, non? Je vais citer Churchill lorsqu'il a dit « Ce n'est pas le début de la fin, c'est la fin du début » ou quelque chose dans ce sens. Il y avait beaucoup de... Je pense que je suis d'accord avec ce que disait Ray, que les Russes ne se font aucune illusion sur Trump et sa stabilité. Je ne pense pas qu'il soit considéré comme un partenaire de négociation fiable. Le terme imprévisible est plus approprié. Je pense que le véritable objectif de cette rencontre était, comme les Russes l'ont dit et comme Ushakov l'a réaffirmé, qu'ils avaient entendu parler de toutes ces différentes propositions, mais qu'aucune ne leur avait jamais été officiellement soumise. Ils voulaient donc l'obtenir officiellement. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle Kushner a également participé, c'est que Trump fait confiance à Witkoff en tant qu'ami, mais aussi à cause de la famille de Kushner, n'est-ce pas? Et donc, il allait obtenir un autre point de vue d'un membre de sa famille sur ce qui se passait. Et Poutine, comme à son habitude, est très méticuleux, très juridique, et il expliquera en détail quelle est la position russe et comment elle a évolué. J'imagine qu'il y a même peut-être une petite leçon d'histoire de la part de Poutine. Vous savez, il adore faire ça. C'était donc en quelque sorte le début des négociations sur des sujets comme le nombre de troupes que l'Ukraine pourrait avoir, ou encore si la Russie était réellement intéressée à réintégrer le G7 pour redevenir le G8. Je veux dire, si vous avez écouté la conférence de presse de Poutine au Kremlin la semaine dernière, au Kazakhstan, lorsqu'on lui a posé une question sur le G7, il a essentiellement répondu « Vous plaisantez, j'espère ». He basically said, "You gotta be kidding me. No, we're not going to do that. Non, nous n'allons pas faire ça. Pourquoi rejoindre un club de perdants était en gros son message. Mais je pense que Ray a raison de dire qu'au fond, les Russes veulent éviter que cela ne dégénère en conflit nucléaire. Donc, ils sont maintenant revenus en arrière. Trump a fait 2 ou 3 choses avant cette rencontre. Il a suspendu, m'a-t-on dit, toute aide militaire à l'Ukraine. Il l'a vraiment coupé. Le matériel déjà en cours d'acheminement, il ne l'a plus envoyé. Donc, vous savez, je pense qu'en ce moment, il pose les bases des véritables négociations. Parce que, comme Poutine l'a dit la semaine dernière à Bishkek, lorsqu'ils négocieront, Lavrov sera en première ligne et Ushakov sera également présent. Et vous savez, les Russes, comme Ray le sait, accordent une grande importance au protocole. Donc, ils ne vont pas faire asseoir Lavrov avec un sous-fifre de 2e ou 3e rang. Tu sais, ce devrait être Rubio qui s'en charge. Maintenant, est-ce que Rubio va essayer de saboter le processus? Parce que je pense que Ray a raison de soulever la question. Je ne suis pas sûr que Trump ait beaucoup de confiance en lui. Mais il est aussi en train de faire ce que personne n'a fait depuis Henry Kissinger, porter les 2 casquettes de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale. Donc, dans ce processus, tout le monde espère qu'ils pourront parvenir à un accord et le signer d'ici Noël. Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions. Cela pourrait prendre entre 6 mois et 1 an. Et en attendant, l'offensive russe prend de l'ampleur et pourrait rendre les négociations caduques. Et n'est-ce pas? Enfin, la façon dont tout cela se déroule me surprend beaucoup. Parce que habituellement, lorsqu'on mène des négociations diplomatiques, vous savez, les ambassadeurs sont impliqués, les ministres des Affaires étrangères jouent un rôle central, n'est-ce pas? Et on essaie de créer un processus structuré, 1re, 2e, 3e phase, etc., avec des groupes de travail, des niveaux, et ainsi de suite. Mais ici, c'est plutôt une approche d'affaires, n'est-ce pas? C'est mon clan d'affaires. Et d'une certaine manière, les Américains semblent avoir convaincu les Russes de jouer le jeu et d'envoyer leurs hommes d'affaires, parce qu'une grande partie de tout cela a aussi été menée par un homme d'affaires. Comment s'appelait-il déjà? Kirill Dmitriev. Dmitriev. Kirill Dmitriev.
C'est assez... Je me demande ce qu'ils en pensent. Je veux dire, surtout du côté russe, parce qu'en un sens, ce que l'on veut, ce sont des garanties que tout ce qui sera négocié sera effectivement mis en œuvre. Exactement. Donc, il faut une adhésion institutionnelle. Ray, qu'en penses-tu? Quelle est la stratégie russe dans cette situation? Comment les Russes obtiennent-ils cette adhésion, disons, du côté de la sécurité, des agences de renseignement, comme la CIA? Nous savons que la CIA est présente sur le terrain en Ukraine, n'est-ce pas? Alors comment les Russes géreraient-ils l'aspect institutionnel de ce qui est en train d'être discuté là-bas? Eh bien, en ce qui concerne le processus, je n'aimerais vraiment pas être le PDG de cette entreprise. Quelle entreprise? De l'entreprise américaine ici. Ce n'est même pas conforme aux pratiques commerciales habituelles. Et les Britanniques ont leur manière de dire ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. C'est inconvenant, en fait. Eh bien, bien sûr que ça l'est. Mais c'est Trump. Il est imprévisible. Mais ça n'a pas d'importance. Les Russes préféreraient-ils une approche plus ordonnée, plus directe? Bien sûr que oui. Et ils l'ont dit. Mais ils traitent avec Trump tel qu'il est. Et ils voient en lui une certaine souplesse. Et vous savez, il semblait que c'était vers la mi-octobre que des gens comme Kellogg et d'autres faucons disaient à Trump, « Écoute, l'Ukraine peut encore gagner cette affaire. » Et les Russes s'effondrent. Leur économie est juste, oh, ils sont en train de perdre. Et ils perdaient 3 millions de soldats chaque semaine. Oui, c'était pas tout à fait aussi grave. Mais ensuite, tout à coup, il a découvert qu'on lui mentait. À la mi-octobre, d'accord? Et c'est là que toute cette histoire a commencé. C'est à ce moment-là qu'il a appelé Poutine et lui a dit « Eh bien, retrouvons-nous à Budapest ». Puis le lendemain, il a rencontré Zelensky et lui a dit « Oublie ces Tomahawks. Nous n'allons pas te donner ces Tomahawks pour telles ou telles raisons. » Donc, cela a fait 2 jours d'affilée. Après cela, Trump a essuyé beaucoup de critiques, n'est-ce pas? Il lui a fallu environ 1 semaine pour s'en remettre. Puis Rubio et Lavrov ont discuté, mais cela n'a pas d'importance, et ils ont annulé le sommet de Budapest. Mais alors, tout à coup, quelqu'un dit « Bon, Donald, que dirais-tu d'imposer de vraies sanctions sévères contre Lukoil, contre Rosneft? » Oui, ça fera l'affaire. Alors, il dit « D'accord. Maintenant, il y a des communications en sous-main, n'est-ce pas? Mon idée, c'est que quelqu'un de raisonnable, peut-être même Trump lui-même, a communiqué aux Russes « Écoutez, je dois faire ça. Ça ne va pas vraiment vous nuire. » Les sanctions, même, comment s'appelle-t-il? Mnuchin, le secrétaire au Trésor, dit qu'elles n'ont plus d'importance. Nous allons faire ça. Mais le lendemain, moi, Vladimir Poutine, j'enverrai Dmitriev à Miami pour parler avec Witkoff et Jared Kushner. Et peut-être que nous allons, oui, si Umerov d'Ukraine le souhaite, eh bien, nous arrangerons tout cela. Alors, que se passe-t-il? Nous avons une conversation interceptée vraiment intéressante entre Dmitriev et Ushakov, 2 diplomates russes de tout premier rang. Mon Dieu, qui a divulgué cela? C'est un crime grave, peu importe qui l'a fait. Qui l'a recueilli? Eh bien, les suspects habituels, la National Security Agency ou le GCHQ en Grande-Bretagne. Mais vous savez, Dmitriev était en Arabie Saoudite. Cela pourrait être aussi simple qu'une mise sur écoute téléphonique. Les Saoudiens auraient pu le faire. Mais quoi qu'il en soit, c'était destiné à montrer comment toute cette affaire a commencé. D'accord. Et qu'est-ce que cela a révélé? Il est apparu que Dmitriev et Ushakov avaient préparé une petite note pour que Witkoff et le fils, Jared Kushner, puissent l'examiner et y apporter leurs commentaires. Et s'agissait-il d'une initiative russe? Non. Cette interception me suggère que Witkoff a dit « Écoutez, il nous faut quelques éléments de langage pour commencer. Bon sang. Et on ne peut pas demander à Rubio de faire ça. Ce serait terrible. » Alors,
Pourriez-vous simplement nous rédiger une petite note? Nous commencerons à partir de là et ajouterons nos propres éléments. Et si Umerov propose quelque chose à dire, c'est comme ça que tout a commencé. C'est clair dans cette interception, d'accord? L'interception que la révélation de l'interception, je crois que c'était The Observer ou non, c'était un autre Times. Je croyais que c'était le Financial Times ou The Economist. C'était l'autre, sur Bloomberg. Ils l'ont publié en entier, dans les 2 langues. J'ai vérifié. La traduction anglaise était bonne. Ils voulaient s'aborder toute l'affaire, mais c'était sans complexe. Nous avons continué quand même. Donc je pense qu'il était alors clair que nous étions prêts à négocier. Les Russes disaient, « Écoutez, souvenez-vous quand nous étions ensemble en Alaska. 2 choses. Vous aviez accepté de ne pas insister sur un cessez-le-feu immédiat et d'empêcher Zelensky et ses Européens de saboter toute l'affaire. Maintenant, vous ne l'avez pas fait. Allez-vous le faire ou non? » Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que Trump a compris qu'il s'était fait avoir par des types comme Kellogg et Rubio. J'ai dit à Rubio à la fin, juste la semaine dernière, « Écoute Marco, nous avons ici assez de fonds de déplacement pour que tu fasses l'aller-retour en première classe jusqu'à Miami. » Mais nous n'avons pas assez d'argent pour t'envoyer à Moscou pour les négociations où vont Steve et Jared. Et d'ailleurs, nous n'avons pas non plus assez d'argent pour t'envoyer à Bruxelles. Cela m'a un peu embarrassé parce que l'OTAN s'est réunie aujourd'hui, la réunion ministérielle de l'OTAN, et c'est la première fois dans l'histoire, ou du moins depuis 1958, quand j'ai commencé à suivre tout ça, que le secrétaire d'État ne s'est pas présenté à la réunion ministérielle de l'OTAN. Donc, l'OTAN a été snobée. Les Européens ont été snobés. La dernière chose que je dirais, c'est que c'est vraiment amusant. À la fin des remarques d'Ushakov, on lui a demandé où est passé Witkoff. Et Ushakov a répondu, « Eh bien, à ma connaissance, il est retourné à l'ambassade des États-Unis. » Oui, mais où va-t-il ensuite? Il rentre chez lui. Eh bien oui, je crois. Mais va-t-il s'arrêter à Kiev? C'était la question du journaliste. Et Ushakov a répondu que non. La délégation américaine avait promis de ne pas s'arrêter à Kiev. Ils rentrent directement chez eux. Ensuite, il y a eu cette rumeur hier soir. Larry et moi en parlions. Allait-il s'arrêter en Irlande, pas seulement pour boire une Guinness, mais pour rencontrer Zelensky? Qu'est-ce qu'il fait en Irlande, bon sang? Il y est. Des rumeurs disaient qu'il devait rencontrer Zelensky maintenant. Rien de tout ça. Il est rentré directement chez lui, à ma connaissance, pour faire son rapport à Trump. Ce sera intéressant de voir ce que la Maison-Blanche dira. Je n'ai encore rien vu d'officiel de leur part. Ils attendent leur moment. Je suis sûr qu'ils prendront leur signal de Trump, et nous entendrons probablement demain sur Truth Social ce qu'il en pense. Larry, comment vois-tu cela? Oui, non. Tout cela est, disons, du théâtre kabuki pour se préparer à de véritables négociations. Une grande partie de tout ça est une sorte de danse. Tant que le ministère des Affaires étrangères ne s'en mêle pas, si nous voyons cela, alors nous saurons qu'ils sont vraiment sérieux à propos des négociations. Ils commenceront à former des équipes, à faire tout ce qu'on s'attend normalement à voir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et une partie de tout cela, vous savez, je l'appelle, eh bien, pour citer Yogi Berra. Yogi Berra était un célèbre joueur de baseball, il a joué pour les New York Yankees, et il était connu pour sa façon bien à lui de s'exprimer. Comme il l'a dit, c'est du déjà-vu. Ce que nous voyons ici est en grande partie une répétition, à une échelle bien plus vaste, de ce qui s'est passé lors de la bataille de Debaltsev en janvier 2015. Les Ukrainiens se débrouillaient si mal face aux milices de Donetsk et de Luhansk qu'ils se sont retrouvés encerclés. Ils étaient sur le point d'être vaincus.
Et là, Angela Merkel et François Hollande, alors président de la France, se sont montrés très motivés. Merkel est allée à Moscou et a convaincu Poutine de signer Minsk II, et ils ont sauvé les Ukrainiens. Comme Merkel l'a admis en décembre 2022, et Hollande l'a soutenu en disant « Oui, oui, c'est vrai, elle a raison », c'était entièrement une manœuvre. Minsk II n'était qu'un stratagème pour faire cesser les combats afin qu'ils puissent aider les Ukrainiens à se rétablir, se réarmer, se rééquiper, recruter, renaître. C'était entièrement une manœuvre pour leur permettre de poursuivre la guerre. Et je pense que c'est en partie ce qui se passe ici. Parce que depuis septembre, au cours des 3 derniers mois, de septembre à novembre, la Russie a pris 86 localités, villes et villages du nord au sud. Et la Russie dispose maintenant de la main-d'œuvre sur le terrain, des forces terrestres, pour capturer et contrôler le territoire, ce qu'elle n'avait pas il y a un an. Et l'Occident est paniqué. Ils sont complètement paniqués, surtout en Europe, parce que vont-ils faire? Vous vous souvenez de la proposition des Européens. D'accord. Ce plan de paix en 28 points pour Trump. Je crois que je me souviens d'un point, le numéro 16, selon lequel l'Ukraine devrait avoir une armée de 800 000 hommes. Eh bien, j'ai fait un petit calcul. Je sais encore faire ce genre de mathématiques. Et j'ai découvert que les armées combinées de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni totalisent moins de 500 000 soldats. Et ces pays ont, vous savez, une population combinée de probablement bien plus de 120 millions d'habitants. Et là, ils demandent à l'Ukraine, avec une population actuelle de 19 millions, de mobiliser 800 000 soldats. Ils sont fous. Je veux dire, ça montre à quel point ils sont désespérés. Et n'oublions pas que lorsque l'Allemagne a été réunifiée dans le cadre du format 2+4, les Allemands ont été autorisés à maintenir 370 000 ou 380 000 soldats au total, n'est-ce pas? Pas 800 000. Alors qu'est-ce qui pourrait faire penser à quiconque que les Russes accepteraient 800 000 soldats à leur porte? Mais cela mis à part, il me semble que les Russes ont une stratégie très claire. Ils continueront à avancer sur le champ de bataille, ils l'ont dit, lentement mais méthodiquement. Et ils ont gagné la guerre d'usure, n'est-ce pas? Donc à ce stade, la question n'est plus de savoir si l'usure fonctionne. Il s'agit simplement de savoir combien d'usure il reste encore et jusqu'où ils veulent aller. En même temps, ils veulent s'arrêter quelque part, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut tracer une ligne, puis parvenir à une forme d'accord. Sur le plan diplomatique, ils suivent la voie que l'administration Trump souhaite emprunter pour mettre cela en œuvre. Probablement, comme le dit Ray, pour plaire à Trump et au moins ne pas manquer cette échéance. D'accord. Pensez-vous qu'il y ait une stratégie derrière le fait d'en arriver à ce point où l'on pourrait mettre en œuvre le grand projet voulu par les Russes, à savoir un arrangement de sécurité en Europe? C'est là que les choses se compliquent. Oui, un accord cadre. S'arrêter en Ukraine et diviser le territoire est une chose, mais parvenir à un accord de sécurité en est une autre. Peut-être que nous pourrions commencer avec Larry puis Ray. Selon vous, comment essaie-t-il de négocier ce cadre plus large dont les Russes parlent depuis 3 ans et demi? Eh bien, je dirais que l'Europe et les États-Unis sont en train de divorcer, ou du moins de traverser une séparation à l'essai. Et Ray avait raison. Pour la première fois, non seulement depuis qu'il travaille sur la question, mais depuis toujours, le secrétaire d'État ne s'est pas présenté à la réunion ministérielle. Et si les rapports sont exacts et que Trump a coupé le flux d'aide à l'Ukraine, alors on obtient l'histoire de la corruption. Cette histoire a vraiment pris de l'ampleur et la question de la corruption est bien plus vaste que les 100 millions de dollars rapportés. On parle de milliards, près de 50 milliards sur 360 milliards.
out of 360 billion. Yeah, with a B. Oui, avec un B. Mais la question de la corruption est poussée par les Américains. Les Américains contrôlent le Naboo, donc c'est le camp américain qui dit « coupons-leur les vivres ». Oui, nous commençons à donner aux Ukrainiens une petite poussée vers le précipice, en leur disant « Hé, viens voir ça », puis on leur donne une petite tape et les voilà partis. Je pense que Trump, en lisant les sondages, a compris qu'il n'y a plus le même soutien massif qu'il y a 4 ans pour aider l'Ukraine. En fait, l'histoire de la corruption, à mon avis, est diffusée délibérément pour brouiller encore davantage les pistes. Parce que une chose qui n'est pas vraiment connue du grand public, enfin pas largement connue, c'est qu'au moins 23 membres du Congrès ont touché des millions de dollars. Je connais un sénateur républicain en particulier qui a reçu entre 16 et 17 millions et un sénateur démocrate en particulier qui en a reçu 23 millions. Donc cet argent, c'est celui que nous avons donné à Zelensky, qui est allé aux Ukrainiens. Il a ensuite été détourné vers des banques situées dans les pays baltes. Et, eh bien, je pense que nous serons surpris de découvrir qu'une ministre des Affaires étrangères de l'UTPLE, nommée Kaja Kallas, aurait pu avoir certains avantages financiers à être une partisane aussi fervente de l'Ukraine. Mais cet argent servait à graisser la patte de divers politiciens, tant du côté américain que du côté européen. Tout cela arrive donc à un point critique en ce moment. Et la Russie a changé de position. Car si l'on remonte à mars 2022, lorsque Lavrov l'a clairement indiqué, quand je l'ai rencontré avec le juge cet automne-là, il a dit « Écoutez, l'accord initial que nous avons approuvé a été proposé par les Ukrainiens. La seule chose sur laquelle nous avons insisté, c'était de limiter l'armée à 85 000 hommes. Mais nous allions laisser Donetsk et Luhansk sous contrôle ukrainien. » Et puis, ils s'en sont détournés. La phase suivante a donc été celle que Vladimir Poutine a exposée devant le ministère des Affaires étrangères le 14 juin 2024. Il a déclaré « Très bien, nous gardons les 5 provinces, les anciennes provinces. Elles font désormais partie de la Fédération de Russie. L'OTAN doit absolument partir. Vous allez devoir réduire vos forces armées et organiser des élections. » Car, comme Poutine l'a répété à de nombreuses reprises cette semaine, Zelensky et son groupe sont une bande criminelle. Ils n'ont aucune légitimité pour négocier. Et il en va de même pour Zelensky, à moins qu'il n'y ait de véritables élections authentiques. La Russie n'a personne avec qui négocier du côté ukrainien. C'est donc là qu'intervient l'option militaire. Et un dernier point, le changement de tactique cette semaine, avec l'attaque contre la flotte fantôme de la Russie, les 2 pétroliers dans la mer Noire qui se trouvaient dans la zone économique turque. Puis aujourd'hui, cela a été suivi d'une attaque au large des côtes africaines, près d'une ancienne colonie française. Allez savoir qui aurait pu faire ça. Une attaque menée par des drones. Et Poutine était furieux. Lorsqu'il a été interviewé aujourd'hui, il a souligné que si cela se reproduisait, nous avons toute une gamme d'options, a-t-il dit. Fermer complètement la mer Noire, imposer un embargo sur Odessa, ou même commencer à intercepter et traiter les navires se rendant en Ukraine, même s'ils sont français, britanniques ou américains. Autrement dit, ce qu'il a exposé représenterait une escalade majeure. Il ne plaisantait pas avec les Européens. En un sens, tout ce théâtre kabuki, comme tu l'as dit, continue, mais aussi sur le terrain. Je veux dire, attaquer ce pétrolier ne va pas changer la guerre, pas du tout. Ray, penses-tu que cela joue un rôle dans ce qui se passe sur le plan diplomatique? En réalité, les attaques sous faux drapeau, ou les attaques comme celle que Larry vient de mentionner, sont monnaie courante. Comme Larry l'a également dit, elles ne vont rien changer. C'est une mesure du degré de délire dans lequel les gens à Kiev se trouvent encore.
Ils pensent qu'ils peuvent encore être soutenus par des Européens qui n'ont ni armes, ni argent, ni véritable dynamisme pour appuyer leur soutien. Pour moi, la question est de savoir combien de temps il faudra aux Européens pour comprendre que la partie est terminée. Ils ont été mis de côté, tout comme Rubio et Kellogg, et tout comme Zelensky. Il y a donc beaucoup de choses qui ont été évoquées dans la conversation ici. L'une d'elles est qu'Ushakov, qui fournit les comptes rendus de toutes ces affaires depuis 5 ans, a déclaré hier, après la réunion, que cela allait désormais être confié au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères va travailler sur cette question. Et donc, Larry, tu as fait une bonne remarque en disant que le ministère des Affaires étrangères a été quelque peu marginal. Mais maintenant, du moins selon Ushakov, nous devrions savoir que le ministère des Affaires étrangères travaille d'arrache-pied pour essayer de faire avancer les choses et peut-être même organiser un sommet si les conditions le permettent. C'est une chose. En ce qui concerne Ushakov, je l'ai regardé hier soir et cela m'a rappelé quelque chose de très pertinent ici. Cela a à voir avec ce que Larry a dit à propos des tromperies de Minsk, où, comme Larry l'a mentionné, Hollande et Merkel ont admis que c'était simplement pour donner aux Ukrainiens le temps de se préparer, de s'armer et d'être entraînés par les forces de l'OTAN. Et maintenant, regardez-les, ils sont prêts, n'est-ce pas? À ce moment-là, en 2021, en fait, quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine, Ushakov était la principale personne chargée du compte-rendu d'une conversation téléphonique très importante entre Poutine et, eh bien, pas Bush, mais le président Biden. Alors que se passe-t-il? Le 30 décembre, le Kremlin appelle la Maison-Blanche et dit « Monsieur le Président, Poutine souhaiterait parler immédiatement au président Biden. » Et la Maison-Blanche répond « Attendez une seconde. Nos délégations vont se rencontrer à Genève dans moins de 2 semaines. Et nous avons déjà parlé il y a 2 semaines. Non, s'il vous plaît, tout de suite. Il voudrait lui parler. » Biden, à son crédit, dit « Je vais prendre l'appel. » Mais il est seul chez lui, dans le Delaware. Il prend donc l'appel et Ushakov, c'est là le point important, rédige le compte-rendu et raconte ce qui s'est passé. Il dit que le président des États-Unis a déclaré que Washington n'avait aucune intention de placer des missiles d'attaque offensifs en Ukraine. Wow, c'était important? Absolument. Parce que seulement 9 jours plus tôt, Poutine avait dit à son armée, lors d'une séance publique, « Écoutez, s'ils obtiennent des missiles hypersoniques et les installent en Ukraine, et ils le feront, dit Poutine, je n'aurai que 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5 minutes, pour décider s'il faut détruire le reste du monde. » Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'était l'idée. Alors l'armée, je pense, s'est liguée contre Poutine et lui a dit « Écoute, tu dois appeler. Il vaut mieux appeler Biden maintenant. Quand ces négociations commenceront, au moins on pourra partir du bon pied. Ils n'ont pas besoin de missiles d'attaque offensifs en Ukraine. Ils en ont déjà en Pologne, ou peuvent en avoir, et en Roumanie. » Alors, le président a dit « Cela me semble une bonne idée, Ushakov. » Le président a ajouté « Nous n'avons aucune intention d'installer des missiles d'attaque offensifs. » Ushakov était euphorique le lendemain, la veille du Nouvel An 2021. Mon Dieu, ils nous écoutent enfin. Ils reconnaissent enfin nos intérêts fondamentaux. Cela satisfait la plupart des dispositions du projet de traité que nous leur avons remis. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, lorsque les délégations américaines et russes se rencontrent à Genève le 12 janvier, Ryabkov, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, rencontre Wendy Sherman, notre représentante, et il dit « Passons maintenant aux détails. C'était formidable, ce que Biden a promis. Développons cela ici. » De quoi parlons-nous? Oh, vous savez, de la promesse de ne pas installer de missiles d'attaque offensifs. Vous n'êtes pas au courant? Non,
c'est la première fois que j'en entends parler, dit Wendy Sherman. Le 21 janvier, environ 2 semaines plus tard, Lavrov finit par accoster Tony Blinken et lui dit « Tony, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Le président dit que tu as fait cette promesse. Nous sommes tous euphoriques. » Et Blinken répond « Oublie ça. Oublie ça. Il était seul chez lui. Je n'étais pas là, Sullivan non plus. Oublie ça. Nous avons le droit d'installer des missiles d'attaque offensifs en Ukraine, et nous le ferons s'ils nous le demandent. Maintenant, on pourrait peut-être discuter de la manière d'en limiter certains. Donc, d'accord. C'était le 21 janvier. Le 12 février a eu lieu le dernier appel entre Biden et Poutine, et le compte-rendu, encore une fois fourni par Ushakov, indiquait que le président des États-Unis avait refusé d'aborder son engagement antérieur de ne pas déployer de missiles d'attaque offensifs en Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Eh bien, Ushakov a vécu cette expérience très difficile. Il connaît l'Amérique aussi bien que quiconque, y compris Lavrov, car Ushakov a été ambassadeur à Washington de 1998 à 2008, ce qui fait, je crois, environ 10 ans, d'accord? Depuis 2012, il est le principal conseiller de Poutine pour l'Europe et surtout pour l'Ukraine. Donc, tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il existe un frein naturel à ce que Poutine pourrait être tenté de faire, parce que Ushakov va lui dire « Écoute, fais confiance, mais vérifie. » D'accord? S'ils vont faire une promesse, assurez-vous que vous pouvez la vérifier. Donc, il y a cet aspect naturel. Et j'ai pensé que ce serait pertinent en parlant d'Ushakov, qui a été très très prudent avec son compte-rendu hier, tout en étant jovial, disant, eh bien, vous savez, ils nous ont promis qu'ils rentreraient directement chez eux. Eh bien, voyons ce qu'ils feront. Iront-ils à Kiev? Eh bien, ils nous ont promis qu'ils n'iraient pas à Kiev. Donc, vous savez, c'était vraiment une prestation magistrale de sa part. Et tout ce que je dis, c'est que quand on parle de compte-rendu, eh bien, Ushakov connaît les comptes rendus sur le bout des doigts, d'accord? Et il a eu une très mauvaise expérience. Ils ne vivront plus ce genre d'expérience tant qu'Ushakov sera encore là. Oui, c'est pour ça que je me demande, Larry. Tu sais, Vladimir Poutine est celui qui a dit, ou qu'on rapporte avoir dit, qu'il avait rencontré plusieurs présidents américains. Et chaque fois qu'on les rencontre en personne, on arrive à une certaine compréhension. Mais ensuite, ils rentrent chez eux et ils reçoivent la visite des gens en costume noir qui leur expliquent comment les choses se passent vraiment. Et tous les accords que tu avais conclus en privé partent alors en fumée. Donc ils le savent. Les Russes le savent. C'est pas, eh bien, je ne pense pas qu'ils soient encore naïfs à ce sujet, surtout après Minsk et tout le reste, après avoir compris qu'ils s'étaient fait avoir. Alors, selon toi, quelle serait la stratégie la plus probable pour qu'ils puissent encore, d'une certaine manière, orienter le processus? Je pense qu'en Russie, il raisonne en termes de processus, et celui-ci est un processus qu'ils sont prêts à suivre. Et si on lit l'agence de presse TASS, il commence à utiliser le mot « compromis ». Aucun compromis n'a encore été trouvé, mais c'est un mot intéressant. Peux-tu peut-être en parler? Oui, je pense que ce que les États-Unis pourraient chercher avec l'administration Trump, c'est, vous savez, le genre d'accord où disons que la Russie a ses 5 territoires. Ils peuvent sûrement se contenter de 3, qu'ils abandonnent simplement les 2 autres. Ça n'arrivera pas, d'accord? Je veux dire, la Russie a eu 2 objectifs dès le départ. Démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. Ce sont vraiment les 2 objectifs fondamentaux. Ils ne disparaissent pas. Ils doivent être poursuivis et mis en œuvre. Maintenant, la Russie préférerait-elle les mettre en œuvre par des moyens diplomatiques? Absolument. C'est presque, eh bien, il y a presque 2 ans jour pour jour, j'étais à Moscou et j'ai rencontré Sergueï Ryabkov pour la première fois. J'étais là avec Pepe Escobar et nous avons eu une très brève conversation avec Ryabkov, mais il avait alors souligné la frustration du ministère russe des Affaires étrangères face au manque de communication.
Et ce n'était pas seulement de la frustration. C'était en quelque sorte aussi un signal d'alarme. Comme il le faisait remarquer, pendant la guerre froide, nous communiquions. Lorsque l'Union soviétique fournissait des armes et du personnel pour combattre les Américains au Vietnam, nous communiquions. Nous négocions même des accords de contrôle des armements. Et il a dit que nous ne communiquons plus aujourd'hui. Cela a changé, n'est-ce pas? Les Russes veulent donc maintenir les lignes de communication ouvertes et évitent de prendre des mesures qui seraient délibérément insultantes. Mais en même temps, c'est pour cela que Poutine explique à la fois à Ryabkov et à Kushner. Voilà ce que signifie la démilitarisation et la dénazification, espérant que cela sera transmis à Donald Trump. Et vous savez, il espère que cela pourra dissuader Trump de penser qu'il s'agit d'une négociation facile et rapide qui se terminera en un jour ou d'ici le début de l'année. Les Russes accordent une grande importance à cette communication. Le problème du côté américain est, et je pense, Ray, que c'était l'un de ses points d'analyse fondamentaux lorsqu'il était à la CIA, responsable de l'analyse sur l'Union soviétique, qu'il faut écouter ce que disent les Russes. Ils ne sont pas du genre à raconter des histoires ou à enfumer les gens, et surtout quand ils disent tout la même chose, il vaut mieux en tenir compte. Cela veut dire quelque chose. C'est pourquoi je dis, écoutez Ushakov, écoutez Zakharova, écoutez Lavrov, écoutez Ryabkov, la liste est longue, et aucun des Russes ne dit quelque chose de différent. Il faut donc se dire que peut-être nous devrions les écouter. Les rois du manque d'écoute et les reines du manque d'écoute, ce sont vraiment les Européens. Je trouve incroyable d'imaginer dans quelle sorte d'illusion ils vivent. Ils sont furieux en ce moment, mais ils ne peuvent rien y faire. Ray, penses-tu que, tu sais, les Chihuahuas en Europe sont-ils tenus en laisse assez courte pour ne pas gâcher ce qui se passe? Parce qu'évidemment, ils essayent. Ils essayent très fort. Mais comment estimes-tu la longueur de la laisse de l'Europe depuis la Maison-Blanche, depuis l'administration Trump? Les dirigeants européens sont dans une situation extrêmement difficile. Ils vont perdre. Ils seront évincés de leurs fonctions d'ici un an et demi. Ils ont donc un intérêt personnel à maintenir cette situation. Comment sont-ils censés dire à leurs électeurs « Oh, désolé, nous avons donné 60 milliards de dollars à ces gens, et ils les ont placés dans leur propre banque, et en plus, nous sommes en train de perdre. » Ils ne peuvent pas faire ça pour le moment. Je pense que la réalité finira par s'imposer à eux. Mais pour l'instant, les Européens ne sont pas seulement un grain de sable dans l'engrenage. Ils ont été écartés par Trump, et même par Witkoff et les autres, ainsi que par les Russes. Zelensky, il restera en place aussi longtemps qu'il sera utile. Maintenant, nous avons Zaluzhny. Il n'est plus dans l'illusion de penser qu'il pourrait revenir. Et il l'a à peu près dit dans un article du Daily Telegraph, je crois que c'était il y a seulement 2 jours. Donc toutes ces choses doivent être réglées, et cela va prendre du temps. Mais le temps joue en faveur de la Russie. Trump, vous savez, nous, les analystes, nous devons tout lire. Nous devons même lire des mémoires et autres, et c'est affreux. Mais maintenant, nous devons tout regarder. Nous devons regarder le président des États-Unis s'accrocher à la rambarde de l'avion, et nous devons entendre le bruit, puis nous devons répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, vous savez, combien de temps cela va-t-il prendre? C'est aux Russes de décider. Vous savez, les Russes s'en sortent plutôt bien, notez-le. Et c'est sérieux. S'ils ne montrent pas un peu de souplesse envers les Ukrainiens, les Russes vont de toute façon prendre ce territoire. Donc c'est un choix entre perdre encore 50 000 ou 60 000 personnes dans le processus, ou conclure une sorte d'accord maintenant. Trump sait qui est en train de gagner, et c'est important,
car il y a seulement 2 mois, il disait que l'Ukraine pouvait l'emporter. Voilà donc le contexte. Maintenant, vous avez mentionné non seulement les Européens, mais vous savez, je crains une attaque sous faux drapeau d'une ampleur plus grande que ce que nous avons vu. Ces drones et toutes ces choses. Les Européens en sont capables, en particulier les Britanniques. Ce serait donc le principal facteur qui pourrait tout faire capoter. Mais aussi, tu as mentionné l'État profond. Et je suis content que tu aies évoqué cette petite histoire à propos de Poutine lui-même, disant, tu sais, que le président reçoit la visite d'hommes en imperméable, avec leurs petites mallettes, n'est-ce pas? L'État profond. Maintenant, qui a révélé cette conversation interceptée entre Dmitriev et Ushakov? Cela devait être une agence d'État. Mes amis de la NSA m'ont assuré que cela ne pouvait venir que d'un organisme gouvernemental. Maintenant, si c'était les Saoudiens, eh bien, ils auraient pu le faire d'un simple coup de pouce. Mais si vous avez intercepté des conversations entre 2 pays, des dirigeants russes, mon Dieu, cela fait sauter cette source. Cette source a probablement coûté $1 trillion à développer. Et celui qui a fait cela, dans l'état profond, essayant de jeter le discrédit. Oh, regardez ça. Regardez ça. C'était Dmitriev et Ushakov. Ils ont préparé les 28 points. Rien que pour cette raison. Pour cela, ils sont prêts à griller la source, à sacrifier tout cela. Cela montre donc que vous avez tout à fait raison de souligner les hommes en imperméable, avec les chapeaux et les porte-documents, car comme vous le savez, Poutine lui-même l'a dit. Il se montre donc très prudent. La bonne nouvelle, c'est que Trump aussi pour l'instant. Maintenant qu'il s'est mis à la religion, maintenant qu'il a Kellogg et probablement Hegseth sur le coup et Rubio à l'extérieur, et bien sûr, c'est peu conventionnel, mais ça fonctionne. Je veux dire, pourquoi Poutine aurait-il rencontré Witkoff 6 fois? D'accord, ce n'est pas convenable. Comme disent les Britanniques, ce n'est pas du tout convenable, mais ça fonctionne. Donc je pense que les choses sont de nouveau sur les rails. Larry a raison, cela va prendre pas mal de temps. Mais l'origine de cette affaire vient autant des États-Unis que de la Russie. La Russie peut attendre. Tu as raison, Pascal, de souligner que les Russes veulent vraiment quelque chose de plus. Très bien. Pourquoi cette affaire a-t-elle pris 5 heures? C'est très clair. Voici ce qu'Ushakov a dit juste après la fin de la réunion. Elle a duré 5 heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'occasion de discuter en profondeur des perspectives de travail conjoint pour parvenir à un règlement pacifique durable en Ukraine. Vous savez, intérêts fondamentaux, nouvelle architecture, long terme, cela prend 5 heures, d'accord? Donc, oui, nous ne sommes pas vraiment entrés dans les détails, même si, fait intéressant, ils soulignent qu'ils ont abordé des questions territoriales. Je suis moi-même surpris de cela, à un stade aussi précoce, mais maintenant, c'est entre les mains du ministère des Affaires étrangères. Espérons qu'ils trouveront quelqu'un du côté de Washington capable de traiter ces questions dans notre département d'État. Et c'est une proposition douteuse. Mais l'autre chose que je mentionnerai, c'est que Poutine, le 22 septembre, a pris une décision majeure en déclarant « Écoutez, le traité New Start sera caduc le 5 février. Nous pensons qu'il serait vraiment bon que nous respections les limites quantitatives de New Start, le seul traité stratégique qu'il nous reste. Nous sommes donc prêts à instaurer un moratoire sur la violation de ces limites, si vous faites de même. » 2 semaines plus tard, on a demandé à Trump ce qu'il en pensait, et il a répondu « Eh bien, cela me semblait une bonne idée. » Et c'est là qu'il est légitime d'exiger quelque chose de plus officiel. C'est ce que Poutine voulait dire. Pouvons-nous avoir quelque chose de plus officiel à ce sujet? Mais c'est là, je pense, que réside le véritable dénouement. Parce que si Trump dit non, alors le 6 février, le lendemain, selon la loi, nos bombardiers seront équipés.
Tous les B-52, ou du moins les plus sophistiqués, seront dotés d'armes nucléaires, car c'est ce qu'exige un acte du Congrès. Et nous plongerons dans un Far West nucléaire, confrontés à un régime de contrôle des armements sans contrainte. Les Russes attendent donc cela, et je dirais que ce sera le test décisif par excellence. Si Trump dit non, alors il est de mèche avec le complexe militaro-industriel et l'État profond. S'il dit oui, eh bien, peut-être qu'il aura assez de cran non seulement pour dire oui, mais aussi pour pousser en faveur du type d'accord que Poutine aimerait vraiment obtenir, plutôt que de devoir s'emparer de la majeure partie du reste de l'Ukraine, ou même de se contenter d'en avoir la moitié. Il veut un accord plus important. Il pense que Trump comprend cela maintenant. Certainement, Witkoff le comprend. Witkoff est bien plus intelligent que Rubio, ce qui n'est pas un grand compliment à mon avis. Mais enfin, Rubio va commencer, tu sais, avec le Venezuela. Il faut que tu fasses ça, Marco. Nous, on s'occupera de l'Europe et de l'Ukraine. Je dirais que petit à petit, je vois des signes de progrès. À moins qu'il n'y ait une grosse opération sous faux drapeau qui vienne tout perturber. Et j'espère sincèrement que les forces de sécurité de la Russie et des autres pourront empêcher ce genre de choses et faire en sorte que les gens sachent de quoi il s'agit quand cela arrivera. Ce sont de très bons arguments. Peut-être que nous terminerons avec Larry. Voyez-vous aussi que, d'une certaine manière, ce que font les Russes revient à marteler l'idée suivante. Regardez, l'Ukraine est un cheval mort. Pourquoi gaspiller de l'argent pour rien? Les Américains ne sont pas encore prêts à l'abandonner, car elle conserve une valeur stratégique, mais apparemment ils le comprennent aussi. Et en même temps, il y a cette négociation stratégique plus large en cours. Je trouve très bien que tu aies soulevé ce point, Ray. Le New START, l'accord nucléaire, les derniers traités que nous avons. Il y a aussi ce point, à savoir que les États-Unis ont désormais le droit de stationner et de gérer 15 bases militaires en Finlande et 17 en Suède. Et à l'exception d'une seule, ils ne l'avaient pas auparavant. Donc en un sens, il semble qu'il y ait une perspective plus large en jeu. Est-il juste de dire que Moscou et Washington se concentrent actuellement davantage sur cette perspective d'ensemble que sur les détails du champ de bataille? Les détails et les concessions territoriales relèvent davantage des brèves d'actualité, tandis que c'est la vision d'ensemble que Moscou, en particulier, recherche. Oh oui, non, absolument. Ils veulent de la sécurité. Ils ont passé 30 ans à observer l'expansion de l'OTAN, à voir l'OTAN mener des formations offensives pour l'Ukraine, notamment dans le domaine de la cyberguerre. Vous savez, la plupart des exercices de l'OTAN sont présentés comme défensifs par nature. Mais je me souviens avoir vu sur le site de l'UQOM qu'ils enseignaient la cyberguerre offensive. Oui, ils ont utilisé le mot « offensive ». Quand on prend du recul et qu'on réalise que l'Ukraine, le commandement européen des États-Unis et l'OTAN ont mené plus d'exercices en Ukraine, avec l'Ukraine comme partenaire, que 24 des autres véritables membres de l'OTAN. Réfléchissez à cela. Cela signifie donc, en pratique, que depuis plus de 30 ans maintenant, en remontant à 1995, l'Ukraine est un membre de facto de l'OTAN. Et la Russie n'était pas en position, ni militairement, ni technologiquement, ni économiquement, avant 2022, de pouvoir enfin se lever et dire « D'accord, cela va s'arrêter ». Et au fond d'eux-mêmes, je suis sûre qu'ils pensent qu'ils veulent encore entretenir une relation positive avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis. Mais lors de ma récente visite à Moscou, j'ai passé environ 3 jours avec Sergei Karaganov. Karaganov est un fervent défenseur de l'idée que l'avenir de la Russie ne se trouve pas à l'ouest, mais à l'est. Et nous devons nous étendre vers l'est, en Sibérie et avec la Chine. C'est une personnalité très influente.
En fait, lorsque j'étais là-bas, je devais avoir une réunion avec Kirill Dmitriev, mais j'avais déjà pris un engagement avec Karaganov, donc j'ai dû dire à Dmitriev, « Je te verrai la prochaine fois. Vous pouvez rencontrer les négociateurs. » Oui. Mais oui, je pense que Ray a tout à fait raison. La Russie elle regarde la situation dans son ensemble. Mais elle reconnaît aussi que l'Europe est une force malveillante. Heureusement, elle n'a pas le pouvoir qu'elle croit avoir. Ils veulent traiter avec l'Europe sur un pied d'égalité, mais les Européens refusent de coopérer. Ils sont pires qu'un adolescent boudeur. Worse than a pouting teenager. Ray, do you have anything to add? Just a little footnote here. Ray, as-tu quelque chose à ajouter? Juste une petite note ici. Je pense que c'était en quelque sorte une justice poétique. Lavrov, s'il avait participé à ces discussions, aurait eu une chaise vide en face de lui, tu vois, puisqu'il n'était pas autorisé à venir. Alors, est-ce que Lavrov est parti jouer au golf ou est-ce qu'il est resté chez lui à écouter de la musique? Non. Wang Yi était là, le ministre chinois des Affaires étrangères, son homologue. Et il dînait, buvait et, disons-le, s'amusait avec Wang Yi, qui est lui-même un diplomate impressionnant. Donc, dans ce microcosme, on peut voir vers où les choses se dirigent. Les Russes se tournent vraiment vers la Chine. La Chine et la Russie sont aujourd'hui étroitement liées. C'est le c'est le bouleversement tectonique dans les relations, la corrélation des forces. 2 contre 1, bon sang. Il faudra encore un peu de temps pour les États-Unis. Et je pense que le dernier point, c'est cette cérémonie du jour de la libération, la victoire sur le Japon, à Pékin, où des représentants de la moitié du monde étaient présents. Aucun occidental, pour ainsi dire. Non, non. Comment s'appelle-t-il déjà Trump? J'ai un trou de mémoire. Trump. Il n'était pas là. Je pense que c'est en partie pour cela que j'ai dit, mon Dieu, c'est terrible. Vous m'aviez dit que nous étions le pays le plus puissant du monde. Que va-t-on faire? Maintenant, vous allez peut-être trouver cela un peu drôle, mais je pense que, dans l'esprit de Trump, il s'est dit, mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, je sais ce qu'on va faire. On va se concentrer sur notre propre hémisphère. Je vais dire à ce type, Elbridge Colby, de passer de l'attaque contre la Chine à l'hémisphère occidental et aux États-Unis eux-mêmes, parce qu'il nous faut des troupes pour maintenir la paix. Oui, je pense que ça faisait partie de son bilan. Et il y a un parallèle dans le passé sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais pourquoi les États-Unis ont-ils choisi d'envahir la Grenade? Parce qu'ils venaient de perdre 241 Marines à Beyrouth. Voilà, il y a cet élan de vouloir montrer à quel point on est dur. Hegseth, bien sûr, en est le parfait exemple. Nous verrons ce qui se passera au Venezuela. Mais je pense que cela en fait partie. Nous devons montrer que nous comptons encore pour quelqu'un. Et si nous ne pouvons pas le faire dans notre propre hémisphère, mon Dieu, qu'est-ce qui nous a freinés? Sommes-nous vraiment forts? Et cela va se jouer cette semaine, en ce qui concerne celui qui a ordonné cette deuxième attaque, ce meurtre de civils. Eh bien, cela va être intéressant, car les membres du Congrès n'auront jamais la véritable histoire. Il s'agissait de membres des opérations spéciales. Ce n'était même pas une chaîne de commandement normale. Ces gens ont leurs propres secrets qu'ils ne partagent avec personne, parfois même pas avec le président des États-Unis. Ce que vous soulignez est très précieux. Je pense que c'est là où nous en sommes aux États-Unis. Au lieu de tuer des Russes, ce qu'ils ne peuvent plus faire, ils vont tuer quelques pêcheurs dans les Caraïbes, ce qui est encore possible, juste pour montrer ce dont ils sont capables. Et les Russes, vous savez, bien que les Européens pensent qu'ils se retrouvent face à face avec eux, il s'avère que les Russes veulent maintenant simplement sécuriser l'arrière avant d'avancer vers l'avenir asiatique, qui existe clairement. Et la question est simplement de savoir comment s'assurer qu'ils ne vous mordent pas de temps en temps. Donc je pense que c'est là où nous en sommes.
Ce fut une discussion très fructueuse. Ray McGovern et Larry Johnson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci infiniment. Thanks so much, Pascal.